au moment où ma sœur s'est penchée vers moi et a dit « Gaspiller de la bonne nourriture pour toi ». C'est mignon. La salle de bal entière sembla se figer. Sa robe captait tous les projecteurs. Ma table n'a même pas eu droit à de l'eau ni à un marque-place. Juste un rappel de ma place exacte dans cette famille. Mes parents ne m'ont pas défendu. Mon père a même murmuré que je devrais peut-être partir. Alors, je suis partie. Je suis sortie, ignorant les chuchotements et les sourires en coin, emportant avec moi quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ni colère, ni honte. Avant de vous raconter comment tout s'est effondré autour d'eux, dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Quant à ce moment précis, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de perdre. J'ai grandi dans un quartier tranquille près de Charleston, de ceux avec des pelouses impeccables, des sourires polis et des familles qui semblaient parfaites vues du trottoir. La nôtre semblait parfaite aussi, du moins en photo. Sur chaque photo encadrée qui ornait notre couloir, Brooke se tenait au centre, rayonnante, confiante, habillée comme si le soleil avait été créé pour l'illuminer parfaitement. Et moi, j'étais toujours en marge, un peu trop discrète, un peu trop observatrice, un peu trop à côté de la plaque. Ma mère, Linda, n'a jamais dit qu'elle préférait Brooke. Elle n'en avait pas besoin. Cela se voyait à la façon dont sa voix s'éclaircissait, se réchauffait dès que Brooke entrait dans la pièce. C'était aussi à la façon dont elle soupirait en me voyant, comme si j'étais le bruit de fond qui interrompait sa chanson préférée. Quant à mon père, Charles, eh bien, il mesurait la valeur des gens à l'aune des CV et des salaires, et mon travail de consultante à domicile ne correspondait pas à l'image dont il aimait se vanter. « Il te faut un vrai travail », disait-il, sans même lever les yeux de son journal télévisé. Mais la vérité, c'est que j'en avais un, mais pas celui qu'il comprenait. Mon intuition a toujours été très fine. Trop fine, si vous demandez à mes parents. À 11 ans, j'avais prévenu ma mère que le nouvel associé de mon père me donnait la nausée. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Son sourire forcé, ses mains tremblantes, cette étrange énergie qui émanait de lui et dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Maman m'a ignorée, me disant que j'imaginais encore des choses. 2 mois plus tard, ce même homme a vidé un des comptes de papa et a failli nous faire perdre la maison. Aucune excuse, juste le silence. Un silence qui vous fait comprendre que la vérité n'a aucune importance quand elle vient de la mauvaise personne. Au collège, pour la première fois, quelqu'un m'a écouté. J'ai dit à une enseignante que quelque chose clochait avec un entraîneur remplaçant, sa façon de fixer les gens trop longtemps, l'atmosphère pesante qui régnait autour de lui. Elle m'a cru, et elle avait raison. On l'a pris la main dans le sac en train d'installer une caméra cachée dans les vestiaires des filles. Ce jour-là a tout changé, car cette enseignante m'a présenté à sa tante, Evelyne, une consultante à l'esprit vif comme l'éclair. Evelyne n'a pas sourcillé quand je lui ai parlé de mon intuition. Elle ne m'a pas traité de dramatique ou de perturbée. Elle m'a dit « Ton esprit perçoit des ombres que les autres font semblant d'ignorer. » Ce n'est pas un défaut, Madison. C'est une force. Sous sa tutelle, j'ai appris à décrypter les schémas, à analyser les motivations des gens, à percevoir le monde des affaires comme certains perçoivent des équations. À l'université, j'aidais discrètement des entreprises à se relever de catastrophes. Mais à la maison, je n'étais que la fille en chaussettes avec son ordinateur portable, celle qui payait une partie des factures alors que tout le monde persistait à croire qu'elle ne faisait rien. Pendant ce temps, Brooke vivait comme si le monde était fait pour elle. Promotion, compliments, éloges, tout lui souriait, comme si c'était prévu. Quand elle a annoncé ses fiançailles avec Lucas, la pièce s'est illuminée comme si on avait branché mes parents sur une prise électrique. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine au moment où j'ai serré sa main. Un avertissement. Mais quand j'ai essayé de dire gentiment à Brooke de se calmer, elle a ri comme si j'étais un détail insignifiant dans son orbite autrement parfaite. Et c'était le début. Le début de tout ce qui allait mener à cette salle de bal, cette table sans eau, et cette phrase qui m'a transpercée comme du verre. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été surprise par la suite, par la façon dont les choses ont basculé après l'annonce des fiançailles de Brooke. Mais la vérité, c'est que cette tension sous-jacente était bien présente avant la bague. Elle se manifestait par petits détails, de ceux qu'on rate presque si on n'y prête pas attention. Mais je suis toujours attentive. C'est la seule chose que je n'ai jamais pu ignorer. Lucas est entré dans notre famille comme quelqu'un qui monte sur une scène qu'il croit déjà posséder. Il serrait les mains avec une force excessive, souriait avec excès et parlait d'un ton apprêté, comme s'il avait appris par cœur. La plupart des gens y voyaient de l'assurance. Moi, j'y voyais quelque chose de vide,
comme un tambour tendu à l'extrême. Quand il regardait Brooke, la chaleur de son expression n'atteignait pas ses yeux. Et quand il me regardait, son regard était fugace, comme si j'étais un détail qu'il préférait ignorer. Au dîner de fiançailles, je l'ai surpris à scruter la salle du regard, comme on scrute les étiquettes de prix. Brooke s'accrochait à son bras, riant aux éclats à des blagues qu'il finissait à peine. Mes parents les observaient comme s'il assistait à un événement royal. Toute la soirée avait ce côté lisse, trop parfait, qui éveille toujours mes instincts. J'ai essayé de l'ignorer jusqu'au moment où Lucas a entraîné Brooke à l'écart près de la porte de la cuisine. Ils ont chuchoté sèchement, Brooke feignant un sourire, Lucas lui serrant le bras un peu trop fort. En revenant, le rouge à lèvres de Brooke avait bavé et la mâchoire de Lucas semblait crispée. Personne d'autre ne l'a remarqué. On ne remarque jamais les failles avant que tout ne s'effondre. 2 jours plus tard, le courriel groupé est arrivé. C'était censé être un rappel de mariage, mais n'importe qui pouvait lire le vrai message. Place limitée, pas d'accompagnateur sauf autorisation préalable. Merci de respecter les règles, pas de parasites. Le message ne faisait même pas semblant d'être subtil. Et comme j'étais la seule à venir seule, tout le monde savait exactement pour qui cette file d'attente était destinée. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Pas de réponse, pas de réaction. Ça déconcerte toujours les gens quand la personne discrète ne mord pas à l'hameçon. Ma mère, par contre, n'a pas pu s'empêcher d'y penser. « Tu ne vas pas créer de problème au mariage, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle quelques soirs plus tard, pendant le dîner, sans me regarder, préférant servir des pommes de terre à Brooke. « Quel genre de problème ?» demandai-je. « Tu sais comment tu es ?» murmura-t-elle en agitant la main comme pour chasser une mouche. « Comment je suis ?» Comme si pressentir le danger était un défaut, comme si avoir raison trop souvent mettait les gens mal à l'aise. Puis vint l'essayage. Brooke voulait un moment de complicité familiale, ce qui, pour elle, signifiait simplement avoir un public. Elle tournoyait dans sa robe sirène tandis que ma mère avait les larmes aux yeux, et je restais à l'écart, une boîte d'épingles abandonnée à la main. Lucas arriva au milieu de l'essayage, vérifia le prix de la robe avant d'embrasser Brooke sur le front. Mon père rit, pensant que c'était inoffensif. Je vis le calcul dans son regard. Quand Brooke me demanda ce que je pensais de la robe, je lui dis la vérité. « Elle est magnifique, » dis-je. Elle plissa les yeux. « Tu as parlé trop vite. » Il y a des moments où l'on sent le sol se dérober sous nos pieds, comme un avertissement. Quelque chose de plus grave se prépare. C'était l'un d'eux. À la semaine du mariage, l'atmosphère à la maison était tellement pesante qu'elle en était suffocante. Maman aboyait des ordres, papa vérifiait frénétiquement des plans de table qu'il n'avait pas créés, et Brooke planait au milieu de tout ça comme une tempête scintillante. Chaque fois que Lucas ouvrait la bouche, j'avais la chair de poule. Chaque fois que Brooke me repoussait, quelque chose en moi se crispait davantage. Le matin de notre départ pour Savannah, j'ai ressenti cette même sensation glaciale qu'à ma première rencontre avec Lucas, comme si une fenêtre était restée ouverte dans ma cage thoracique. Mais je n'ai rien dit. J'ai regardé l'autoroute défiler, Brooke faire défiler ses messages, mes parents faire comme si tout allait bien. Ils ne le savaient pas encore, mais l'histoire qu'ils avaient construite, la fille chérie, la sœur discrète, le couple parfait commençait déjà à se fissurer. Et aucun d'eux n'était préparé à ce que ces fissures allaient révéler. Le lieu de réception se trouvait sur une portion de terrain hôtelier en bord de mer, à l'extérieur de la ville. Savannah. Le genre d'endroit qui semble n'exister que pour les albums photos, les balustrades en verre et pierre blanche, les bouquets de roses au parfum enivrant. On n'arrêtait pas de dire que le temps était parfait, mais l'air me paraissait trop immobile, comme juste avant l'orage. Je suis arrivée avant le reste de ma famille, en partie pour éviter le chaos, en partie parce que j'avais besoin d'un moment de solitude. Le hall bourdonnait d'invités en robes pastel et costumes sur mesure. Tous parlaient de Brooke comme si elle était l'héroïne de leur week-end. Ils me jetaient à peine un regard, et honnêtement, cela me convenait parfaitement. Quand mes parents sont entrés, ils m'ont adressé un rapide signe de tête avant de se précipiter pour aider Brooke avec les derniers préparatifs. Je suis restée en retrait, appuyée contre un pilier de marbre frais, tandis que Brooke traversait le hall d'un pas assuré, Lucas sur ses talons. Elle était sublime, pas seulement physiquement, mais aussi de cette beauté que l'on a quand le monde entier nous a convaincus d'être intouchables. Lucas m'a regardé une fois, et pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Son expression n'était pas de l'agacement. Ce n'était pas de suffisance non plus.
C'était plutôt de la lucidité, comme s'il me percevait comme une menace qu'il ne comprenait pas. Il détourna aussitôt le regard. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû prévenir Brooke une fois de plus. Mais que dire à quelqu'un qui a déjà décidé qu'elle n'a pas besoin de vous? Lors de la répétition générale, les premières vraies failles apparurent. Brooke s'en prit à une organisatrice parce que les bougies de l'allée n'étaient pas assez symétriques. Lucas reprocha à un garçon d'honneur d'avoir perturbé le timing alors que c'était lui qui était arrivé en retard. Mes parents les soutenaient, affichant eux aussi un sourire forcé, tellement investis dans l'image qu'ils voyaient la réalité vaciller sous leurs pieds. Pendant que tout le monde répétait, je me dirigeais vers la salle de réception. La plupart des tables étaient déjà dressées, assiettes dorées, verres en cristal, centre de table imposant. C'était magnifique, au point de presque me faire oublier la tension sous-jacente. Puis je trouvai ma table. Elle était au fond, contre un mur, presque cachée derrière un pilier. Pas de centre de table, pas d'eau, pas de marque-place, juste une table vide qui semblait bien moins. Une erreur, ou plutôt une intention. Je suis resté là un long moment, absorbant la situation. Le murmure des conversations aux tables principales, la légère embrun salé de l'océan, la réalisation qui s'installait en moi. Ce n'était pas un oubli. C'était la préparation à l'humiliation. Plus tard, lorsque j'ai interrogé une serveuse de passage, elle a hésité avant de dire. On m'a dit que c'était une réception autogérée. Elle s'est précipitée avant que je puisse répondre, laissant ces mots comme une poussière dans l'air. Autogérée dans une salle de bal remplie de luxe et de traiteurs, à ma seule table. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, assise au bord du lit, je fixais la robe bleu marine que j'avais préparée pour la cérémonie. Je l'avais choisie parce qu'elle m'apaisait, me rendait moi-même. Mais à cet instant, j'ai compris qu'elle était aussi une armure. Ni tapac sans grave-l'œil, ni ostentatoire, juste assez solide pour me rappeler que je n'étais pas aussi fragile que ma famille le pensait. Je sentais le délitement, les faux pas subtils, la tension monter comme un fil tiré. Et je savais, sans vraiment savoir pourquoi, que demain, ce ne serait pas le conte de fées imaginé par Brooke. Elle poussait les choses à l'extrême. Et à force de tirer sur un fil, on finit par tout déchirer. Le matin du mariage avait un goût de sel et de nervosité. L'air lui-même semblait plus lourd, comme si le littoral pressentait l'événement. J'enfilai ma robe bleu marine, lissant le tissu sur mes côtes. C'était comme une seconde peau, calme, rassurante, à milieu du spectacle étincelant que la journée exigeait de tous. En sortant de ma chambre d'hôtel, tout embaumait le parfum et l'attention. Les invités se dirigeaient vers la cérémonie, leur voix s'élevant dans une excitation polie. Je marchais parmi eux comme un fantôme, visible mais invisible. La musique du violon flottait dans le couloir tandis que j'approchais de l'entrée de la salle de bal. Élégante, douce, en totale contradiction avec la tension qui me nouait le dos. À l'intérieur, la salle scintillait, la lumière se diffusant sur le parquet ciré, faisant briller les paillettes des robes et les dorures des tables. Brooke se tenait près d'eux. Au premier plan, entourée de demoiselles d'honneur, son voile déployé derrière elle comme si elle posait pour une couverture de magazine. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais un personnage secondaire dans sa vie depuis des années. Je me suis dirigée vers ma table, la même qu'à la répétition, toujours coincée contre le mur, toujours sans eau, sans couvert, sans marque-place. Sauf que cette fois, les autres tables étaient dressées, le vin versé, les corbeilles à pain, les serveurs fumants se déplaçant avec fluidité d'un groupe à l'autre. Pas la mienne. Quand j'ai croisé le regard d'une serveuse qui passait, elle s'est figée comme si elle avait été prise en flagrant délit. « Excusez-moi » ai-je dit doucement. « Y a-t-il un retard pour cette table ?» Elle a jeté un coup d'œil à son tableau, puis m'a regardé, la culpabilité lui montant aux joues. On m'a dit que celle-ci était gérée par les invités. Les mots sont tombés comme des pierres. « Dans une salle de bal avec traiteur ?» ai-je demandé. Elle a dégluti. « Je suis vraiment désolée. » Et puis elle s'est éloignée précipitamment. L'humiliation n'était pas surprenante. Ce qui m'a surprise, c'est... Sans surprise, j'avais l'impression de m'être préparée à ce moment toute ma vie. Je me suis assise malgré tout. La cérémonie elle-même n'était qu'un flou de vœux en tissu blanc qui sonnait comme des légendes Instagram soigneusement choisies, et Brooke souriant comme si elle avait gagné quelque chose. Lucas se tenait à côté d'elle dans un costume qui ressemblait à un déguisement, des lignes strictes cachant un vide immense.
Quand ils se sont embrassés et que la salle a éclaté en applaudissements, j'ai applaudi aussi, non pas de joie, mais de résignation. C'était le monde qu'ils voulaient, l'image qu'ils avaient construite, et je n'y avais jamais eu ma place. Après la cérémonie, les invités ont afflué dans la salle de réception. Rires, tintements de coupes de champagne, assiettes pleines de nourriture qu'on ne m'avait pas proposée. Je suis restée assise, silencieuse, le mur froid dans le dos. C'est alors que Brox m'a remarqué. Elle s'est détachée d'un groupe de demoiselles d'honneur et s'est approchée, sa robe virevoltant, son parfum m'enveloppant avant même que ces mots ne sortent. Elle s'est penchée vers moi, son sourire si mielleux qu'il m'a donné mal aux dents. Gaspiller de la bonne nourriture pour toi. C'était mignon. Sa voix n'était pas forte. Ce n'était pas nécessaire. Les plus proches l'ont entendu. Les plus éloignés ont senti le changement. Les têtes se sont tournées, des murmures ont jailli comme des étincelles. Je l'ai regardée, abasourdie, même si je m'étais préparée à quelque chose. Mais pas à ce niveau de précision, à ce niveau de cruauté. Elle a incliné la tête. Tu peux laisser le cadeau et rentrer chez toi. Chez moi. Un endroit où l'on avait besoin de moi quand il fallait payer les factures, mais où l'on m'oubliait à chaque fête. Je sentais tous les regards sur moi. La douleur ne venait pas de ces mots. Elle venait de la vue de mes parents, à quelques pas de là, qui regardaient, sans rien faire. Ma mère regardait ses fleurs. Mon père a pris une gorgée de vin, puis a murmuré « Bon, peut-être qu'elle devrait partir. » Et c'était tout. Au moment où le dernier fil s'est rompu, je me suis levée lentement. La pièce semblait se dilater et se contracter autour de moi comme un poumon qui cherche son souffle. Ma serviette a glissé de mes genoux et est tombée sur le sol dans un léger bruit. « Très bien, » ai-je dit en forçant un petit sourire. « Je vais. »« Vas-y, » dit Brooke avec un sourire narquois. « Victoire. » Mais je n'avais pas fini. Je la regardais vraiment, et ajoutai « Mais sache juste ceci. Vous allez tous le regretter. » L'atmosphère se chargea de tension. Quelqu'un à la table d'honneur laissa tomber une fourchette. Une demoiselle d'honneur retint son souffle. Brooke cligna des yeux, la confusion transperçant son assurance. Avant qu'elle ne puisse répondre, une chaise grinça bruyamment près de l'autel. Un homme grand, vêtu d'un costume gris ardoise, apparut, Grant, le frère aîné de Lucas. Je ne l'avais pas vu de toute la matinée. « Je tiens à vous, » dit-il, sa voix fendant la salle de bal comme un acier enveloppé de calme. « Et vous devriez l'écouter. » Tous les regards se tournèrent vers Brooke. Elle ricana. « Je suis désolé. »« Qui êtes-vous, Grant ?» répondit-il. « Le frère de Lucas. » Lucas se raidit à côté d'elle. Grant poursuivit. « Je me suis tue parce que je ne voulais pas gâcher votre journée. »« Mais Harper a raison. Harper. » Il avait écorché mon nom, mais personne ne l'avait remarqué. Ils étaient trop concentrés sur lui. « Vous allez le regretter, » dit-il d'un ton égal. « Tout. » Un silence plus profond s'installa. Puis Grant se tourna vers l'assemblée. « Puisque tout le monde ici accorde tant d'importance aux apparences, allons. Arracher le dernier. Lucas n'est l'héritier de rien. L'entreprise de notre père a déposé le bilan il y a 6 mois. Il est au chômage depuis. » Un murmure d'effroi parcourut la pièce. Brooke se tourna brusquement vers Lucas. « Quoi? Dis-moi qu'il ment. » Lucas serra les dents. « Je n'ai jamais dit que j'étais au chômage. Tu as insinué que tu prenais la relève, » chuchota-t-elle, la voix brisée. « Je ne t'ai rien demandé de signer, » marmonna-t-il. Et puis, tout s'effondra. Le bail de l'appartement à son nom. Les échéanciers falsifiés, le mariage soudain, la stabilité factice. Le visage de Brooke pâlit sous son maquillage. Mes parents restèrent figés. La main de Linda tremblait sur son collier. Charles jura entre ses dents, réalisant soudain que l'image idyllique qu'il avait construite s'effondrait. Mais le chaos n'était pas terminé. Une autre voix s'éleva d'une table près de l'entrée. Ferme, plus âgée. Ça suffit. Monsieur Dalton se tenait là, impeccablement vêtu. Ses cheveux argentés reflétaient la lumière du lustre. Les yeux de Brooke s'écarquillèrent. Monsieur Dalton. Il l'ignora. Il me désigna du doigt. Je suis venu par respect, dit-il. Pas pour vous. Pour elle.
Un frisson parcourut la pièce. Harper. Il marqua une pause, se corrigea. Madison a sauvé mon entreprise il y a 6 mois. Discrètement, efficacement, brillamment. Profitez de cette stabilité. Remerciez-la. Brooke en resta bouche bée. Mes parents me fixaient comme s'ils ne m'avaient jamais vu. Monsieur Dalton reprit. Elle n'a pas besoin d'être sous les projecteurs ni de votre approbation. Elle avait juste besoin d'être entendue. Brooke tressaillit, manquant de trébucher sur ses talons. Des murmures s'élevèrent. Des questions, du choc, des regrets. Un invité près de la table des cadeaux demanda à voix haute « Est-ce qu'on peut se faire rembourser ?» chuchota quelqu'un d'autre. « Ils ne lui ont vraiment pas servi à manger », murmura un autre. Brooke termina. Et moi, j'inspirai profondément et lentement. Pour la première fois de la journée, l'air ne m'étouffait pas. Grant s'approcha et posa une main ferme sur mon épaule. « Allons-y », dit-il doucement. « Cet endroit est en train de sombrer. » J'acquiesçai. Nous sommes sortis ensemble, dépassant les paillettes délabrées du rêve parfait de Brooke, le silence stupéfait de mes parents, et les décombres qui se défaisaient derrière nous. Lorsque les portes de la salle de bal se sont refermées, la brise marine m'a caressé le visage. Pas froide, mais fraîche, comme un nouveau départ. Derrière nous, le mariage brûlait. Devant moi, quelque chose d'autre s'ouvrait. Quelque chose qui, enfin, me semblait m'appartenir. Les conséquences ont été plus rapides que prévu. Dès le lundi matin, des extraits du mariage circulaient sur Internet. Des vidéos tremblantes, filmées avec un téléphone portable, montrant la crise de Brooke, la révélation calme de Grant, Monsieur Dalton appelant mon nom devant 200 invités abasourdis. Les gens adorent les catastrophes savamment orchestrées, et celle-ci s'était pratiquement emballée toute seule pour Internet. Lucas a disparu, bloqué. Brooke a bloqué Grant, qui a bloqué la moitié des invités. Il a quitté la ville avant que quiconque puisse exiger des explications. Le bail de l'appartement signé par Brooke était non remboursable. Les paiements s'accumulaient comme des sables mouvants. Puis, l'onde de choc s'est propagée à mes parents. Sans l'argent que j'avais discrètement payé, il y avait les factures et les réparations à faire. Même leurs factures impayées, leur façade impeccable, s'est fissurée. Ils ont loué la chambre d'amis. Charles a trouvé un emploi à temps partiel. Linda s'est mise à vendre des antiquités en ligne, prétendant que c'était un passe-temps. Ils n'ont pas appelé pour s'excuser. Ils ont seulement appelé pour me demander si je pouvais aider Brooke à traverser une période difficile. Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, mon monde s'est enfin agrandi au lieu de se rétrécir. J'ai emménagé dans un petit appartement du centre-ville de Charleston. Rien d'extraordinaire, mais lumineux, avec suffisamment d'espace pour mes carnets et mes séances de stratégie nocturne. Après que le fiasco du mariage soit devenu viral, dans le milieu des affaires, les clients m'ont contacté sans cesse. Monsieur Dalton m'a présenté à 2 PDG. Evelyn a failli pleurer en voyant mon agenda se remplir. Pour la première fois, je ne survivais plus. Je vivais pleinement. Et le plus étrange, c'est que personne ne me manquait. Au début du printemps, le tumulte autour du mariage s'est enfin apaisé, ne laissant derrière lui que les conséquences. Brooke a été l'une des premières à briser le silence. Elle s'est présentée à mon appartement un vendredi après-midi. Pas de talons, pas de sac de marque, juste une fille fatiguée, les yeux gonflés et la voix à peine audible. « Je n'ai pas besoin d'argent, dit-elle. Je ne sais juste pas où aller. » Un instant, j'ai revu la sœur que j'avais toujours rêvé d'avoir. Pas celle qui s'était moquée de moi dans une salle de bal. Pas celle qui avait préféré croire Lucas plutôt que la raison. Juste quelqu'un qui avait enfin touché le fond et réalisé à quel point j'avais vécu toute ma vie. Je lui ai expliqué les règles. Pas de mensonges, pas d'insultes, pas d'excuses. Elle a hoché la tête, reconnaissante comme jamais. Grant gardait le contact, lui aussi. Des nouvelles discrètes, sans pression, une stabilité nouvelle et rassurante. Peut-être que quelque chose naîtrait entre eux. Peut-être pas. Pour une fois, je n'étais pas pressé de définir les choses. Un soir, debout près de ma fenêtre, à regarder les lumières de la ville scintiller, j'ai compris quelque chose de simple et de percutant. Être discrète ne m'a jamais rendu faible. Cela a seulement incité les gens à sous-estimer le moment où j'ai enfin choisi de m'affirmer. Si vous avez déjà été ignoré ou sous-estimé,
partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous souhaitez lire d'autres témoignages de ce genre, abonnez-vous pour ne rien manquer.